Bonsoir. Ah, ça fait plaisir. Bienvenue à tous pour cette première soirée YouTube de la saison 2024-2025. Ça me fait très plaisir de tous vous voir. Je vois des visages connus, je vois des visages inconnus. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dont c'est la première soirée YouTube ce soir en levant la main? Eh ouais, plein de gens, ça fait plaisir. Bon alors, je ne sais pas si vous êtes tous dans le coin lyonnais ou si vous avez fait le déplacement pour l'occasion, mais au cas où je représente le principe des soirées YouTube, on diffuse des vidéos sur le grand écran de l'Aquarium Ciné Café, et puis ensuite on échange avec les vidéastes qui nous ont fait le plaisir de venir présenter leur travail. Donc il y a une partie échange et tout, c'est sympa, on regarde des vidéos dans un autre contexte que... en faisant la vaisselle, sur le portable, etc. C'est une autre manière... Non, mais c'est parfaitement legit, mais c'est une autre manière de découvrir des vidéos, de les voir sur le grand écran. Pour ceux dont c'est la première soirée, j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez recueillir l'avis des habitués. Je pense que s'ils sont habitués, c'est que ça leur plaît, je pense. Oui. Ouais, bon, bah, voilà, super, génial. Je profite de ce début de saison pour remercier, comme je le fais à chaque fois, l'Aquarium Ciné Café, qu'on peut applaudir, puisque c'est maintenant la 4e année qu'ils accueillent ce concept farfelu. Parce que c'est vrai que mine de rien, quand on dit à quelqu'un on va regarder des vidéos YouTube sur le grand écran, ah bon? Sérieux? D'accord. Donc voilà, je suis ravi de voir. En plus, on a fait complet ce soir. Ça me fait chaud au cœur. On va commencer sans plus tarder. Magnéto Serge. J'adore faire ça, je suis désolé. Magnéto Serge. Ah, il y avait déjà. Ouais, il y avait le truc, le premier visuel. Eh oui, mais non, mais c'est moi. J'étais pas au taquet. Donc voilà, ça c'est le visuel des soirées YouTube. Si vous le voyez sur internet, c'est que c'est bientôt la prochaine soirée YouTube. Magnéto Serge. Voilà, parfait. Nous allons accueillir notre premier invité. Je suis très heureux de l'accueillir parce que, mine de rien, le terme est un peu ronflant, mais c'est, mine de rien, un ambassadeur des soirées YouTube, un parrain, si j'ose dire, puisqu'il a été là pour soutenir les toutes premières, et il est encore là aujourd'hui. Il vient régulièrement pour nous présenter son travail, souvent en avant-première. Donc je suis très content qu'il soit là pour l'ouverture de saison, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous demande d'applaudir comme il se doit, Benjamin Bolchegeek. Bonjour Benjamin. Bonjour Hugo. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Ce n'est pas du tout le bon titre. Oh non. Eh ben oui, effectivement. Ça c'est quelqu'un qui parce qu'on l'avait passé avant. Oui, on l'avait passé il y a quelques temps maintenant. Je suis désolé, effectivement, j'ai mal fait mon travail. Non, si, je sais pourquoi c'est écrit ça. Haha, j'ai pas mal fait mon travail. C'est que jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas quel était le sujet de la vidéo de ce soir. Donc je me suis dit, je vais mettre ça en attendant, je vais laisser ça en attendant, et puis voilà. Ben, est-ce que tu peux nous présenter ta chaîne rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, du coup, avec Kat, qui n'est pas là ce soir, on fait une chaîne qui s'appelle Bolchegeek, justement, et qui est un ouvrage collectif, où on fait des essais vidéo sur la pop culture, avec des angles sociologiques, culturels, politiques, ce genre de choses. Et on fait aussi des vidéos avec à peu près le même angle pour le journal L'Humanité, et c'est ça que vous allez voir maintenant, qui est la vidéo qui sort dimanche sur la chaîne de l'Humanité. Et ça, c'est un format qu'on fait tous les mois sur leur chaîne. Est-ce que tu es en train de me dire que tu politises la pop culture? Non, loin de moi cette idée. Qui ferait ça? Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Bon, merci beaucoup de nous avoir permis de diffuser en avant-première. Merci. Je vois qu'on est au taquet à la régie. Merci beaucoup. Ah, j'aime bien, c'est un peu esthétique, oui, rétro, Y2K et tout. C'est magnifique, je trouve. Bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir offert la possibilité de diffuser ça en avant-première. Est-ce que tu veux nous dire quel est le sujet ou tu veux qu'on le découvre nous-mêmes? Non, vous le découvrez tout de suite, donc ça va. Vous allez voir, c'est un sujet culture populaire, mais pas exactement habituel, geek, pop culture. Et c'est dans l'actu ou... Ouais, à l'humain, on essaie d'être un peu dans l'actu, ce qui est un peu compliqué parce qu'on fait les vidéos un mois avant l'actu. Là, ça va, c'est après parce qu'il y a eu les vacances et tout. Mais on essaie toujours d'être dans des phénomènes un peu du moment. Mais ça, c'est voilà, un truc qui a fait l'actualité récemment, quoi. Ok. Vous parlez pas du nouveau Premier ministre? Non, ça, on n'avait pas du tout deviné. Ouais. Personne n'avait deviné.
Bon, et ben on se retrouve tout de suite après la projection. Bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Bolchegeek. Tu peux nous rejoindre. Hop. Maintenant, vous voyez à quoi sert Batman. Oui, c'est vrai que maintenant, tout est plus clair. Hop. Eh bien, écoute, merci beaucoup encore une fois pour nous avoir offert cette avant-première. À chaque fois, on se sent un peu privilégié, donc vraiment, merci beaucoup. Merci de me réinviter, moi, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions dans le public? Les premières questions sont toujours un peu compliquées. Ah oui, on va faire passer le micro. Hop là. Moi, je comprends aussi l'utilisation des termes washing dans des cas comme pour la cérémonie des JO, notamment le queer washing. Mais le problème, c'est que les gens qui ont participé à faire cette cérémonie sont des personnes queer aussi et font partie du monde de la culture et créent la culture au quotidien. On le dit, moi je me dis dans mes cercles pour rigoler, mais sans les queer, il n'y a pas de culture en fait, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Mais du coup, comment on fait pour échapper au fait qu'on politise notre existence sans nous demander, même si on doit continuer la vie politique pour avoir le droit d'exister, quoi. C'est pas moi qui vais te dire comment faire ça. Hein. Mais tout le monde a entendu, c'est bon? On entend les gens? Ok. Non, désolé, tu vois, j'ai pas vraiment de réponse à ça, c'est trop compliqué, quoi. C'est trop compliqué. Et puis alors là, en plus, dans cet exemple particulier, moi, je suis pas concerné, donc bon, tu vois, je sais pas ce qui j'imagine, c'est discuté, tu vois, dans des cercles ou des trucs comme ça. Et après, de toute façon, en fait, est-ce que tu peux vraiment résoudre le truc? Parce que si tu le portes sur d'autres choses, parce qu'il y a un truc, par exemple, je prends un autre exemple du coup. Qui serait à la limite plus général, et qui serait plus sur le côté économique du truc. On n'en a pas parlé là. Pour ceux qui n'ont pas vu la cérémonie, par exemple, il y a un énorme placement produit LVMH à un moment. Et en fait, parce que ça coûte des thunes de ouf, et une partie des thunes, c'est LVMH. J'imagine que les gens qui ont fait le truc, en fait, ils peuvent pas faire le truc sans la thune de LVMH. Donc, ils font un énorme placement produit pour Bernard Arnault, et ça fout les boules. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, en plus, moi, je trouve qu'ils ont fait un petit twist. Et je sais pas si c'est moi qui réfléchis trop au truc et qui me dit, ils ont essayé de twister un peu le truc. C'est que le moment LVMH, il est dans un moment qui met en valeur l'artisanat et le travail. Notamment, il y a tout un truc sur Notre-Dame où en fait, ils ont fait tout un truc sur, comme Notre-Dame, c'est un peu moche parce qu'il y a le chantier. Ils ont fait une mise en scène autour du chantier, autour des gens qui retapent Notre-Dame. Et en fait, ils l'ont mis à ce moment-là. Donc en fait, c'est une pub LVMH, mais ils mettent quand même en avant, d'une certaine façon, les travailleuses et les travailleurs d'LVMH. Donc tu vois, je me dis, c'est peut-être une strate un peu comme ça, de genre on accepte la saloperie du placement produit, mais on essaie de le twister. Tu vois, je sais pas, il y a peut-être des négociations un peu comme ça, quoi. C'était à l'intérieur de supposées usines, mais bon, au lieu de Paris, avec les grands... Voilà. Et c'est vrai qu'on ne voyait pas les gilets jaunes, les vendeurs, on voyait vraiment en fait les ouvriers qui travaillaient à la main sur le truc, et ils appuyaient beaucoup sur le côté artisan aussi, sur la fabrication des médailles et tout ça. Et c'est vrai que bon, c'était une grosse pub parce qu'on voyait après les belles valises MH et les Louis Vuitton pour le tout. Mais ils ont été, on va dire, malins sur la manière de faire passer. Moi, ça m'amène une question personnelle. C'est sur ce genre d'événement où on veut transmettre des valeurs identifiées à gauche. Est-ce que dans la culture mainstream actuelle, bien que, comme tu l'as dit, elle ne représente pas forcément la vie du public, si on parle de l'horizon médiatique et des points de vue qui sont représentés dans les médias, est-ce qu'on peut vraiment promouvoir des valeurs de gauche sans compromis, sans compromission, entre guillemets? Déjà non, mais même là en fait il y a le truc de, clairement il y a un truc, Thomas Joly c'est un mec, clairement il est de gauche et tout, enfin il a une vision un peu de ça qui est un peu de gauche, mais là en fait il doit faire quand même un truc qui est relativement consensuel. En fait moi ce que je trouve ouf en réalité, c'est que oui on peut trouver que c'est des valeurs de gauche et tout, mais si tu regardes justement les réactions des gens hors panique morale, guerre culturelle, il a réussi un truc consensuel en fait. Genre c'est ça qui est ouf, et en même temps,
tu vois, même tu pourrais faire une analyse plus critique par la gauche de ça aussi, parce qu'en fait, comme dans le fait qu'il est tout mis, il y a des trucs. Je sais que moi j'ai quand même du coup écouté pas mal de réactions. Et tu pourrais aller encore plus loin dans les trucs. Et justement, et les gens ne l'ont pas trop fait parce qu'ils voulaient aussi un peu défendre contre les polémiques. Et par exemple, dans l'extrait du Zawa Show qu'on a mis, on a mis cet extrait-là, mais par exemple, ils ont tout un débat pendant un moment sur. Ils sont un certain nombre à pas trouver ça si cool que ça. Le fait qu'il y a Nakamura avec la garde nationale. Alors, c'est pas la garde nationale, c'est pas la BAC non plus. Mais en fait, le mélange de trucs, il y en avait certains sur le plateau où ils avaient un avis plus critique en disant. En fait, un truc de gauche, ça serait plutôt un truc moins justement consensuel qui réunit tout. Donc, tu vois, déjà là, en fait, il y a quelque chose de très consensuel et de moins clivant. Et c'est juste que ça a été présenté comme clivant par la suite. Donc déjà là, je trouve qu'il a fait un truc comme ça. Après, moi, ce que je trouve fort, c'est que en fait, enfin, comment dire, ça a fait parler et justement, ça a fait débat et ça a fait ce truc-là parce qu'ils ont réussi quelque chose qui était un peu étonnant. Et au-delà du côté idéologique en fait de ce truc-là, et c'est tombé sur le truc. En plus, il y avait eu les élections et tout. Enfin, genre, il y avait une ambiance un peu particulière. Je pense que c'est aussi ça le bouillon qui fait monter le truc. Donc voilà, en fait, t'es tout le temps en train de négocier avec ce que tu veux faire. Moi, je suis prêt à parier que Thomas Joly, enfin, pour ce que j'ai lu de lui, tu lui files le même fric, mais sans les mecs des JO, il te fait beaucoup plus de gauche que ça, en fait. Genre, vraiment. Hein. Il a l'air de. Il y a un truc qui est trop drôle. Il y a un documentaire qui est plus en ligne, je crois, qui raconte un peu le making of. Et il y a une scène où il y a le mec des JO, je sais plus son nom, le chef des PDG des JO, je sais pas comment ça s'appelle, comment ouais, je sais plus. C'est le mec qui a fait le discours avec Macron. En anglais ou en français? Ah, bien sûr. Le français, c'est Tony Stangel. C'est Nobel Bar, c'est le prénom du CEO en fait. Alors je pense que c'est le français. Parce qu'il y a celui de Londres qui est pas de guillotine. Oui, c'est lui. C'est Thomas Barr. Ok, c'est Thomas Barr. Il dit ok la Révolution française mais sans guillotine. Et du coup Thomas Joly il a ouais. Et du coup ils font le truc avec il n'y a pas de guillotine hein, techniquement. Donc, tu vois, je sais pas comment ça a été négocié quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici, oui. Est-ce qu'au final, ça n'a pas été un peu contre-productif pour la cause entre guillemets, mais ça a permis d'angler toute la séquence médiatique qui a été faite sur l'événement, sur le côté populaire de la chose, et justement en vous cachant tous les points négatifs qu'on a évoqués sur les jeux, parce qu'on a passé des mois à gueuler dessus complètement. Et au final, toute la séquence qui s'en est suivie, c'était la faveur populaire des JO du coup. Est-ce que le fait que ce soit vaguement de gauche n'a pas aidé à masquer tous les problématiques qu'il y avait derrière? Ouais. Bah, ça a été un peu évoqué. Bah ouais, c'est un peu le truc de la fin sur la guerre culturelle, c'est qu'en fait, bah oui, en fait, le problème, c'est que même quand on se bat bien dans cette guerre-là, en fait, c'est au détriment des réalités concrètes qui sont beaucoup plus intéressantes. Après, et en vrai, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Hein. C'est parce qu'en vrai, je pense que c'est très difficile d'avoir un avis là-dessus. Il faudrait l'opposer à est-ce qu'on aurait préféré, quitte à ce que les JO soient de la merde, que la cérémonie soit vraiment un truc de merde, vraiment un truc un peu réac pourri, où on se fait défoncer. Est-ce qu'on aurait vraiment préféré ça, tu vois? Moi, j'ai pas vraiment d'avis à ça. Comme la cérémonie de la Coupe du Monde de rugby qu'on voit avec Jean Dujardin qui a des baguettes. Ouais, un peu. Et encore, tu vois, ça, genre, c'est un truc, la cérémonie du rugby, en fait, on le met un peu parce que, justement, elle s'est faite un peu bâcher parce qu'elle était un peu cheap et un peu cliché. C'est vraiment un peu la France, c'était le niveau... En fait, c'était vraiment la vision que des étrangers qui connaissent pas la France ont de la France. C'est vraiment Pépé le putois, quoi. Genre, c'était vraiment trop bizarre. Et en même temps, en fait, pareil, moi, j'ai pas envie de m'énerver sur cette cérémonie parce que c'est un truc qui a été fait déjà beaucoup moins de budget et en fait qui est un peu pourri. Et tu vois, c'est pas très grave, mais en fait, on se focus sur ces trucs-là et t'as raison. Enfin, c'est chiant parce qu'en fait, on parle pas forcément des autres trucs. C'était pareil pour la Coupe du Monde au Qatar, tu vois, des trucs comme ça. Et je sais pas. Moi, je suis pas sûr qu'on puisse complètement se priver quand même d'aspects de combat un peu culturels. Mais c'est très compliqué de pas tomber dans le fait que ça occupe 100% du temps de discussion et qu'on parle pas du reste, quoi. Typiquement, la Coupe du Monde au Qatar, il y avait vachement le côté des gens qui disaient boycott la Coupe du Monde, qui à 95% étaient des gens qui de toute façon ne regardent pas le foot et tout. Et du coup, les autres gens disaient ouais, non mais moi, le foot quand même, c'est important pour les gens, c'est populaire, c'est cool et tout machin. Et y compris des gens politisés qui disaient oui mais en fait moi je vais regarder la Coupe du Monde parce que c'est la Coupe du Monde, quoi. Et tu vois, enfin il y a tout un truc comme ça. Et
tu peux pas être tout le temps le rabat-joie non plus de service, ou c'est un peu facile quand ça te touche pas. Tu vois, enfin, il y a un truc un peu comme ça. Voilà. En gros, j'ai pas de réponse, mais je pense qu'il faut essayer de naviguer avec ça et c'est très stratégique, quoi. Est-ce qu'il y a... Oh, il y a plein de questions. Une fille, un petit peu. Ici. Oui. Moi, c'était une question sur les stats où on voyait que 86% des sondés avaient... alors, qu'ils avaient aimé, je crois que c'est qu'ils étaient fiers, mais en tout cas, au moins qu'ils avaient aimé la cérémonie. Je trouve ça intéressant, juste à la suite, justement, des législatives, où on a eu tout ce souci de la majorité, quand même, des Français, où on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une grosse proportion d'extrémisme plutôt de droite qui a monté au fur et à mesure. Et comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est plus une forme de fierté par rapport à un côté presque spectacle, où on accepte, dans le cadre d'un spectacle, une représentation de la France multiculturelle, très inclusive et compagnie, mais en fait en vérité pas tant? Ou est-ce que c'est peut-être presque d'espoir sur des personnes qui juste ont voté extrême droite, mais qui en vérité y croyaient pas forcément? Ton avis là-dessus? Ouais, bah pareil, je sais pas, faudrait affiner, faudrait faire un sondage justement, parce qu'effectivement, dans les 86% qui disent c'est réussi, et même le nous rend fiers, on n'a pas mis le chiffre, vous pouvez le trouver, c'est le sondage ILAB, il y a tous les chiffres, les mots qu'on a retenus, que les gens disent, c'est vraiment des mots qui sont dits par les gens à 60-70%, genre c'est vraiment énorme. Dans le panel, c'est pas juste, il y a 10% de gens qui ont dit que ça les a rendus fiers, c'était vraiment énorme. Et du coup, même en admettant l'abstention, le fait que les gens qui ont regardé la cérémonie n'étaient peut-être pas les mêmes et tout, ça veut dire que oui, il y a des gens qui votent Front National et qui ont dit ça défonce, c'est trop bien et tout. Donc c'est vrai qu'en fait, faudrait creuser les raisons du truc là-dessus, et je saurais pas. Tu vois, du coup, en fait, au final, je parlerai à leur place, tu vois. Et en fait, faudrait. Mais moi, ça m'interroge aussi de fou, parce que là, c'est sûr. En fait, tu vois, c'est sûr, et même une grosse partie, c'est obligé. C'était au même moment que les législatives et tout, donc ça se recoupe forcément, quoi. Alors, est-ce que c'est des gens qui se disent oui, le truc, je sais pas, le truc des drag queens, moi j'aime pas trop, mais ça c'était bien. Puis Aya Nakamura quand même, elle chante bien hein, et tout. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a peut-être des trucs comme ça où les gens ils ont peut-être un rapport moins bourrin et militant en fait au truc, et du coup, bah en fait ça leur va parce que ils votent, ils votent comme ils votent, mais c'est pas peut-être ils en font pas non plus une identité totale non plus, quoi. Oui, ici. Oui, je voulais juste faire une petite réflexion à propos de cette question. Je me demande, parce que je me suis posé la même question, moi il y a ce 86% qui était favorable, tu l'as dit, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui votent extrême droite et qui ont dit qu'ils ont apprécié la cérémonie. Et moi, c'est quelque chose que j'ai constaté avec mon travail. Je pense que le domaine du spectacle et de la fiction, on a un pouvoir immense où il y a des gens qui sont contre nos valeurs. Moi, ça m'est arrivé de faire des vidéos où je transmettais carrément des valeurs de gauche, mais sous le prisme de la fiction. Et je ne sais pas pourquoi, ça matche bien. Quand toi, j'imagine que tu dois avoir des haters, c'est des gens qui t'aiment pas parce que tu es politisé dans ton contenu, mais quand c'est sous le prisme de la fiction et tout, ça marche, c'est beaucoup plus accepté. Et je pense que Thomas Joly, c'est un super auteur de scène que j'adore. Je pense qu'effectivement, les gens ne se rendent pas compte, ils ne sont pas d'accord forcément avec ces idées, ils pourraient se plaindre qu'une princesse Disney est noire, tout ça, mais là, ils ont adoré le spectacle. Et, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est une constatation que j'ai faite, c'est qu'on a une force immense avec le domaine du spectacle et de la fiction. Non, mais je pense que tu as complètement raison. Ouais, il y a vraiment un truc avec ça. Enfin, j'ai rien à rajouter là-dessus, mais je suis vraiment d'accord. Pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'il y a le côté que, après qu'il y a la notation bolchevique avec les termes de patriarcat, de bar, etc., il y a plein de blocages qui ont vraiment l'esprit de guerre froide, qui font des blocages sur des termes comme ça, et tout explique pourquoi ils sont tous, du coup, c'est des mêmes idéologies, mais sans des termes d'idéologie. C'est pour ça que ça passe plus derrière. C'est vrai que, j'en ai dans mon entourage qui, rien que parler de matérialisme, ça les bloque, quoi. C'est vraiment, même, il faut des tours un peu différents pour essayer de passer le message, mais sans le jargon, entre guillemets, politisé de gauche. C'est très intéressant. Moi, justement, ça me fait rebondir sur ce que tu disais vis-à-vis de l'espace médiatique. C'est-à-dire que le réseau Atlas, et même de manière générale les éditorialistes de droite, diabolisent un certain nombre de mots. Effectivement, voilà, le patriarcat, l'impérialisme, le matérialisme, etc., etc. Est-ce que le fait de ne pas dire les termes, mais de simplement infuser les valeurs dans des œuvres culturelles, des œuvres de spectacle, etc., est-ce que justement ça passe pas en sous-marin, entre guillemets? En fait, c'est pas juste du sous-marin, et c'est très juste ce que tu dis, parce que genre nous, par rapport à des chaînes qui sont plus 100% politiques, où c'est vraiment le sujet principal, parce que moi je ne considère pas vraiment que c'est le sujet principal, c'est plus un prisme d'analyse, quoi.
et c'est pas une question de pas dire les termes, c'est que le jargon, enfin quand tu as dit jargon justement, je trouve que c'est un très bon terme parce que nous on le voit tout de suite. Il y a justement des mots comme ça où il y a beaucoup de gens qui ont été, enfin en gros le mot a été diabolisé selon les médias qui regardent et tout, c'est pas forcément la télé d'ailleurs, parce que sur internet, bon évidemment quoi. Et ben en fait si t'emploies pas le terme de jargon comme ça, si tu le lâches pas dans la nature, la réaction va être moins vive parce qu'en fait les gens ont appris à le comprendre d'une certaine façon qu'ils détestent et nous par exemple on fait un peu pas attention mais on écrit d'une façon aussi où on se dit en fait ça sert à rien de lâcher le petit mot-clé pour dire allez on est trop militant, on a dit je sais pas quoi, vol de la plus-value tu vois, du prolétariat et le patriarcat et tout machin, on le dit que si c'est dans un contexte où on se dit que même quelqu'un qui n'est pas politisé, il va comprendre le terme dans le sens qu'il veut dire, quoi. Et c'est vrai, mais genre c'est criant dans les commentaires le fait que tu peux dire des trucs full gauche si tu me dis pas les mots-clés. Genre où on t'a dit ça veut dire tel truc horrible, c'est anti-ci, c'est anti-ça et tout, et ben les gens réagissent moins viscéralement parce qu'on les a pas autant comment dire, c'est quasiment du conditionnement en fait. Ils sont conditionnés à pas aimer certains mots qu'ils entendent, alors qu'en fait si tu leur expliques exactement le même sens, le sens du mot, ben, ça passe. En fait, ça c'est vraiment très très juste. Et je dis pas que c'est qu'il faut pas utiliser les termes entre guillemets de jargon, c'est-à-dire en réalité des termes techniques. Mais c'est comme les universitaires. Quand tu es universitaire, si tu sors tes vrais termes, en fait, personne comprend. En plus, ils peuvent avoir des doubles sens où on dit oula de quoi ils parlent, c'est bizarre et tout. Bah c'est pareil. Si tu vulgarises, en fait, tu t'emploies pas un terme à la volée pour le montrer. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il y a des chaînes d'analyse politique ou de théorie politique qui emploient un jargon justement très universitaire et très théorique et tout, et c'est très bien aussi. Mais c'est pas exactement la même. Tu vas pas toucher les mêmes personnes, très clairement. Mais après, une fois qu'on a décidé, c'est de dire après les termes pour mieux exprimer la lecture. C'est ce qui m'est arrivé aussi, parce que j'ai parlé des personnes qui étaient vraiment, qui ont été d'un côté de politique, grâce à des gens comme toi, comme Michael J aussi à l'époque, comme d'autres créateurs de gauche, et plus tard aussi américains. Et en fait, c'est ce côté que passer par un prisme de la fiction ou de l'analyse média pour ensuite aller vers la partie plus sociologique, plus critique. Et c'est vrai que du coup, je me vois un peu dans cette transition en fait. Et c'est vrai que c'est vrai qu'après, une fois qu'on peut débattre avec des gens qui sont vraiment à droite ou à la politique, on va quoi, bah, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas utiliser un commerce si c'est juste. Et du coup, de se réhabituer à détourner le langage pour les idées simples, ce qui est assez compliqué à faire. Et c'est vrai que avoir des vidéos de recommandations pour s'appuyer dessus pour débattre, c'est aussi assez intéressant. C'est vrai que quand on est dedans, après on est un peu enfermé dans le jargon aussi. On va prendre une dernière question. Oui, tu lèves la main depuis un moment, donc je pense que... J'ai l'impression que c'est un truc de faire remarque quand on parlait de l'appropriation et du washing, etc. Mais pour moi, c'est beaucoup plus sur la fiction. En fait, c'est toujours un peu dangereux de se faire représenter dans l'espace public parce que certes, c'est important qu'on nous voit. Et d'un côté, même si on nous en parle en mal, en fait, on en parle. Il y a quelques années, on n'aurait jamais parlé de drag queen. Le fait que drag queen France existe, ça serait impensable il y a 10 ans. Mais en même temps, il y a un petit peu un côté double tranchant, dans le sens que ce soit pour la fiction ou l'appropriation de valeurs de gauche, de valeurs queer, de valeurs antiracistes, on court le risque d'être cantonné en fait uniquement au domaine de la fiction. On le voit par exemple à l'engagement militant et aux révolutions. Maintenant, c'est un truc de film. Quand on dit aux gens, on leur parle de faire des grèves, de faire la révolution, de faire ce genre de choses. C'est quelque chose pour eux. C'est genre non, mais c'est pas dans la vraie vie, c'est dans les films. Effectivement, je sais jamais trop comment naviguer quelque chose qui permette de à la fois représenter ces trucs-là, et encore une fois que ce soit les valeurs de gauche ou le queer ou tout un tas de trucs, sans non plus risquer de se faire digérer par le capitalisme en fait, et que ça soit complètement nullifié de sa substance pour utiliser des grands mots. Et je sais pas trop en fait. C'est un peu le truc que j'ai vu vis-à-vis de la cérémonie des JO, c'est je déteste les JO, j'en avais un peu marre tout le monde dise que c'était vachement bien, mais je voyais bien que les trucs qui étaient bien, ça m'intéressait, c'était cool, mais en même temps je suis en mode ça a été digéré quoi. Et malgré toutes les bonnes intentions des gens qui étaient derrière, je vois bien Thomas Joly, qui était quelqu'un clairement, je pense qu'il partage beaucoup de valeurs, je partage beaucoup de valeurs avec lui. J'ai du mal à voir comment ça n'a pas été juste une digestion de ces valeurs par le truc quoi. Si je peux juste rajouter un truc là-dessus, parce que sur l'exemple du drag, en fait, pour moi c'est un bon exemple, parce que quand je fais j'ai quelqu'un qui a confirmé qu'il y avait du drag, enfin du transformisme chez Patrick Sébastien au plus grand cabaret du monde. J'ai entendu quelqu'un dire oui dans la salle, je sais pas qui c'était. Mais en fait, par exemple, tu vois, typiquement, moi c'est un truc que je connais mal. Et en fait, je me suis rendu compte, et j'en ai parlé à des gens qui sont un petit peu plus jeunes et qui ont par contre qui ont eu zéro dans leur enfance contact
avec le côté drague ou le côté transformiste, ou comme on disait, travesti avant, et tout. Mais sauf que moi, justement, genre, littéralement, on met La Cage aux folles ou des trucs comme ça, qui est un film qui peut être critiquable sur plein de trucs, mais qui est plutôt un film qui donne une image positive, qui essaie de donner une image positive de ça. En plus, c'est un cabaret et tout. Et moi, je me suis toujours souvenu de ça. Il y avait Priscilla Folle du désert, il y avait Patrick Sébastien, même, et des trucs comme ça. Et en fait, par exemple, moi, je sais que j'ai un rapport, en tant que personne qui est très lointaine de ça, je comprends, viscéralement, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a des paniques autour du drag maintenant. Parce que depuis que je suis petit, j'ai l'impression que c'est un truc qui est, alors oui, qui est un peu lié au spectacle, justement. C'est un truc que tu vois dans un cadre un peu de spectacle. Mais c'était genre personne gueulait. Et alors, c'est peut-être pas vrai, parce qu'en fait, ça n'empêche pas qu'il y avait des agressions, que les gens étaient homophobes, que les gens étaient transphobes avec ça et tout machin, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Mais il y avait un truc dans le spectacle, dans l'imaginaire, qui était que moi, j'ai grandi avec ça. Mais pas entouré de gens qui faisaient du drag, dans vraiment justement le truc grand public, comme ça. Et je sais que même là, du coup, je vois qu'il y a ça, et tu dis, il y a Drag Race France. Et du coup, je regarde depuis pas longtemps Drag Race France avec ma copine qui est beaucoup plus dans ce truc-là et qui connaît bien. Et en vrai, je vois bien le côté à quel point ça peut être perçu comme un truc, ça devient mainstream, ça devient un peu dépolitisant et tout. Mais pour un normie comme moi, enfin en tout cas un normie de ça, ça marche trop bien. Parce que en fait, t'as un côté un peu, on va dire, détente du truc, tu vois, justement très accessible. En fait, comme ça, et qui peut amener à des trucs comme ça. Donc ça veut pas dire que, en fait, la critique du côté dépolitisant et du côté washing et tout, elle est réelle, mais je pense que l'effet de spectacle, tu peux pas complètement le rejeter, dans le sens où de toute façon il va se produire, et que c'est quand même à minima bon signe. Tu vois qu'il y a un truc un petit peu comme ça, et ça n'empêche pas que, c'est clair que là, par exemple, sur le truc du transformisme et du drag et tout, je l'ai pas sorti de ma tête, hein. J'ai dû demander, j'ai dit mais attends, mais moi je suis Patrick Sébastien, vraiment limite c'était, il y avait des messieurs déguisés en dames, tu vois, j'étais quasiment sur ce truc là, tu vois. Non, mais attends, est-ce que c'était la même chose, je comprends pas. Du coup j'ai demandé, et en plus alors, il se trouve qu'il y avait la vidéo de Nicky Doll, donc c'était parfait parce que c'est Nicky Doll qui explique les différences entre transformisme et le drag, c'est la présentatrice de Drag Race France, donc je me dis ah ben c'est parfait, elle va m'expliquer le truc et tout machin. Tu peux, tu vois, amener un petit peu d'autres choses après quand même, et tu vois, je pense qu'il y a quand même un mérite un petit peu à ça, à minima de montrer que ça devient accessible et t'ouvrir à des concepts, à des façons d'appréhender le truc et tout. Voilà. Donc c'est vrai, hein, Sarah Forever et Lou Las Vegas, c'était mes préférés des saisons 2 et 3. C'est pas un truc que j'ai inventé pour faire genre je suis trop woke. Merci beaucoup Benjamin d'être venu présenter ton travail. On peut l'applaudir. Merci pour votre accueil. Et puis tu reviens quand tu veux. Hein. Ça change pas. Merci à toi. Je suis désolé. Vous m'entendez bien ? Ouais. Je suis désolé, c'est vrai que là, pour cette soirée, on a des vidéos un peu longues. Du coup, je vais être obligé de timer de manière un peu plus serrée que d'habitude les questions. J'en suis navré. Mais parce qu'on m'a déjà fait la réflexion que les soirées se terminaient un petit peu tard et que parfois on loupait le dernier métro. Donc, j'ai pas envie de reproduire ça. Mais généralement, les vidéastes restent un petit peu après la soirée. Si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à venir échanger avec eux. Les soirées sont là pour ça aussi, pour créer un environnement un peu convivial. On va dès à présent Magnéto Serge. Ouais, mais j'adore faire ça. On va maintenant parler de vie extraterrestre, d'OVNI, d'UFO. On va se poser la question de est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Et je suis très 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 heureux d'accueillir aujourd'hui la personne qui a fait cette vidéo, pour qui ce sujet lui tient à cœur. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Gauthier de la chaîne Shonks Télévision. Non, celui-là. Non, celui-là. Je l'adore. L'oreiller ? Non, c'est que t'as dans les mains, la grosse sucette là. Ouais, parle dedans, tu vas voir, ça... Ça va ? Ouais, ça va. C'est cool. C'est sympa, il y a plein de... Ouais, hein. Du coup, pourtant, t'étais déjà venu, t'avais déjà vu. Oui, c'est vrai, mais il y a des nouveaux depuis la dernière fois. Ils n'ont pas fait la poussière, là, quand même, c'est un peu dégueu. Hein. Ouais, bah, les DVD, ça intéresse plus trop les gens.
Bon, ben merci en tout cas d'être venu présenter ta vidéo. Ça fait plaisir. De rien. Est-ce que tu veux présenter un petit peu ta chaîne et ton travail pour ceux qui ne la connaissent pas? Alors c'est un peu le bordel. C'est parce que alors non mais en fait. Bon alors à la base, moi je parlais de faits divers un peu bizarres, tu vois, avec un côté un peu paranormal, etc. Bon. Et puis après, je suis parti sur des bails de géopolitique et de non mais oui. Mais parce qu'en fait non mais j'ai un co-auteur qui est un peu matrixé par l'époque de Mitterrand et toutes les saloperies qui se sont passées. Non mais c'est vrai. Et on a fait une vidéo sur Rainbow Warrior plutôt dans l'année, donc voilà. Tout à fait. On t'avait déjà invité pour parler du naufrage du Kursk. Et du coup, non mais il y a toujours de toute façon un côté un peu, voilà, on reste dans une aura de mystère. C'est pas du tout pour combler le fait qu'on sait pas trop où on va des fois, quoi. Et du coup, quelle est la vidéo de ce soir? La vidéo de ce soir, alors. C'est pareil, c'est un peu le bordel. Non mais c'est ouais. Alors vous allez voir parce que ça part comme d'habitude, parce que d'habitude on est plutôt sur du documentaire ou un truc qui s'en rapproche. Et après il y a enfin on en parle après parce que c'est un peu, c'est même moi je sais pas trop là où je vais avec ça. Ok. Eh ben on en parle après alors ça marche. Bisous. Bah ouais, tout à fait. On se retrouve après pour en parler. Bon visionnage et à tout de suite. Bon, merci beaucoup à toi de nous avoir fait voyager avec toi. De rien. De quoi? De rien. Ah. Bah merci beaucoup. De rien. Bah. Ok, on va pas s'en sortir. Ouais, vas-y, on sort. Vas-y. Non, vas-y. Ouais, non, moi, je t'ai invité plusieurs fois aux soirées YouTube. J'aime beaucoup tes vidéos de manière générale, les radars. Mais c'est vrai que cette vidéo-là, quand je l'ai vue, elle m'a particulièrement touché. Parce que c'est une vidéo, je trouve, où tu te livres plus que d'ordinaire. Même c'est la première fois que je fais ça. Tout à fait. Est-ce que c'est un exercice difficile? Est-ce que c'est un exercice plaisant? Enfin, en vrai, pour tout dire, au départ, j'étais parti pour faire une vidéo vraiment sur Blue Book. Ils ont fait ça, machin, tu vois, le classique, quoi. Et puis à mi-chemin, il y a une sorte de lâcher prise, en fait. Donc c'est pas vraiment difficile parce que j'ai eu un lâcher prise. Je me suis dit, mais attends, mais faut que je fasse. J'ai cette idée-là. Faut que je tourne la vidéo comme ça et il faut que je fasse une introspection. Du coup, ça m'a pris plusieurs mois en fait à tout réussir à formuler correctement. Mais j'ai réussi un truc dont je suis assez content finalement. Ça a été de renouer avec un peu comment j'ai été toute ma vie vis-à-vis de ce sujet-là, de la vie extraterrestre, qui était un truc qui me fascinait, qui m'effrayait en même temps. Du coup, c'était plutôt simple en vrai de décrire la suite du truc parce qu'il y a une césure au milieu de la vidéo, quoi, tu vois. Et du coup, c'est à partir de là où je me suis dit, en fait, on s'en fout de ce truc de Blue Book, on va mettre de côté pour l'instant et on va partir sur un truc plus introspectif. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions dans le public? Oui. Moi j'ai une question en fait, Shonks, on se connaît quand même depuis pas mal de temps et je ne t'ai pas posé la question, la voyant cette vidéo déjà sur YouTube. En fait, est-ce que toi, il y a une œuvre en particulier ou quelque chose en particulier qui t'a fait plonger dans ce sujet-là en fait? Plein, je les cite à peu près toutes dans la vidéo, mais de manière, on va dire, plus majoritaire, ça va être The X-Files, qui est genre une de mes séries préférées avec Twin Peaks. C'est un peu les deux brainworms que j'ai. Mais X-Files, ouais, pour le côté, le complot, les extraterrestres, tout ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, ouais. Parce que t'en parles à un moment où quand t'étais jeune, tu regardais les étoiles, t'as regardé X-Files très jeune? Ou non. Il y avait autre chose encore Non, parce que dans les années 90, j'avais même pas 10 ans et le générique me faisait peur. Non mais c'est pour le vrai, c'est vraiment. Mais il fait peur le générique d'X-Files. Ça me faisait. Non mais t'as 8 ans, tu te chies dessus, quoi. Voilà. Non mais complètement.
Et c'est ma sœur qui a regardé ça. C'est ma sœur qui a regardé X-Files. Et moi, j'y ai regardé vraiment bien plus tard. Et donc, mais ce sujet-là, quand même, quand j'étais petit, me fascinait, mais dans la balance, il m'effrayait plus qu'il me fascinait. C'est-à-dire que voir des trucs sur les aliens à la télé, ça me filait les chocottes, quoi. Ça m'empêchait de dormir, quoi. Donc voilà, si ça répond à ta question. Qui d'autre a une question? Oui, ici, si on peut faire passer le micro, je compte sur votre politesse. Salut. Du coup, en fait, moi j'ai une question. En fait, il y a une bascule sur les films, on va dire de genre, typiquement autour des aliens, qui m'a marqué en fait. Et c'était un peu, il y a une époque, c'était Paranormal Activity, etc. Et en fait, il y avait Signe. Je sais pas si ça a parlé à quelqu'un. Oui. Voilà, je pense que oui. Mais en fait, et à cette époque-là, moi, si tu veux, c'était un des premiers films que j'étais voir. Avant, j'avais pas mal de vues de films comme ça, avec des aliens, avec mon père, des années 60 jusqu'aux années 80. Et en fait, c'est un des premiers films que je suis allé voir tout seul, où il y avait des aliens, et où en fait, c'était filmé un petit peu d'une certaine façon. Et en fait, c'était presque crédible, on va dire. C'était filmé par une petite caméra, tournée à la maison. Et en fait, c'était attention, l'image que vous allez voir, vous choquer. C'était présenté par une animatrice. Voilà, c'était vraiment très perturbant. Et en fait, je pense que, je sais pas si tu as eu des bascules comme ça, toi, autour de ça. Qu'est-ce qui t'a. En fait, moi, quand j'étais gamin, mon père, m'a toujours dit, c'est effectivement, c'est peut-être possible, mais peut-être pas. Enfin voilà, ça a toujours été un truc un peu flou. Et en fait, ce film-là en particulier, m'a fait basculer. Qu'est-ce qui te fait basculer, toi, de ton côté, dans une potentielle existence des aliens et qui t'a fait réfléchir là-dessus? Je sais pas, parce que ça rejoint un peu la question d'avant, mais c'est un truc qui remonte à vraiment longtemps, quoi. Parce que, comme je lui disais, moi, depuis gosse, tu vois, j'étais fasciné par ce truc-là, et je saurais même pas me rappeler vraiment comment est-ce que ça a commencé, quoi. Quelque chose qui t'a marqué ou autre? Je sais même pas, parce que une des premières œuvres qui m'aurait marqué, c'était, ça va être con ce que je vais dire, mais c'était les émissions sensationnalistes à la télé. Ouais. Genre, tu sais, les 30 histoires les plus mystérieuses sur... tu sais, j'avais 10 piges à l'époque. Avec Jacques Pradel. Ouais, mais voilà, tu vois. Et ça, c'est des trucs... Alors, c'est pas des films, c'est pas des séries ou quoi, mais c'est vraiment des émissions limite un petit peu suspectes, tu vois. Mais vraiment, c'est des trucs qui m'ont marqué. Et après, j'ai eu connaissance qu'il y avait une émission dans les années 80-90 qui s'appelait Mystère et qui avait déjà traité de ce genre de trucs. Mais moi, j'étais beaucoup trop jeune pour regarder ça. Mais c'est vraiment... c'est la télé, en fait, qui m'a beaucoup fait plonger là-dedans. Et certains bouquins que ma mère m'avait achetés, notamment un bouquin sur la Lune. Elle m'avait acheté ça, elle m'avait acheté un bouquin sur la Lune avec des pages spéciales, avec des espèces d'effets de... Ah oui, de avec les pages transparentes, voilà, oui, je vois, ouais. Avec du trompe-l'œil, etc. Et ce truc-là, ça a commencé à me creuser un trou dans la tête, à me dire, putain, les étoiles, le ciel, les autres planètes et tout. Et du coup, ça m'a lancé un petit peu dans le brainworm astronomie, et derrière, après, la vie extraterrestre, forcément, quoi, qui arrive un petit peu de manière naturelle, quoi. Ok, merci. Une autre question dans le public? Oui, au fond, une jeune femme. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Alors le sujet est très très vaste, donc forcément tu pouvais pas tout couvrir. Déjà la vidéo est très dense, et pour quelqu'un qui s'intéresse pas spécialement à ça, c'était très intéressant. Bravo. Tu as parlé du paradoxe de Fermi, du fait qu'on pourrait peut-être pas les rencontrer, ce genre de choses. Quelle est ta pensée sur les théories type anciens astronautes, où des gens sont persuadés qu'ils sont déjà venus, tout ça, les théories des multivers et compagnie. Alors, enfin, je te demande pas tes pensées sur toutes les théories, il y en a beaucoup trop, mais au moins une et demie, les anciens astronautes, et peut-être potentiellement les multivers. Voilà. Je sais pas, parce que les anciens astronautes, je sais même pas s'il y a un fondement vraiment pour le coup. Mais je me dis que, en fait, en faisant des recherches pour la vidéo, j'ai découvert qu'il y avait des mentions de possibles vies ailleurs, dans la littérature japonaise, arabe, etc., ça remonte, quoi. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné une espèce de confusion et de mauvaises interprétations de certaines représentations murales, de peintures, etc., qui sont pour le moins antiques. Donc personnellement, je suis pas hyper convaincu par ces trucs-là. Après, il y a eu des mentions de... Enfin, déjà, l'humanité de l'époque y pensait. Donc,
forcément, il y a des traces quelque part, mais c'est peut-être pas celle qu'on croit. Et pour le coup, la théorie des anciens astronautes, je sais pas. Pour moi, ça me paraît vraiment être un truc. C'est quoi le mème avec le type là qui Aliens. Voilà, ouais, c'est ça. Moi, quand tu me dis ça, ça m'évoque ça, tu vois. Mais c'est une question, pour le coup, c'est une question intéressante quand même, parce que ça m'a rappelé les recherches que j'ai faites pour la vidéo, et c'est un truc que je ne savais pas du tout en fait, qu'il y avait des mentions des aliens, de vie peut-être ailleurs, même dès l'Antiquité, ils y pensaient très certainement, quoi. Une autre question en haut, ouais. Ouais, si tu peux faire revenir. Vas-y. Dans la suite de la question immédiate, un petit peu, pas ancien astronaute directement, mais je voulais lier un petit peu pop culture et la thématique de la vidéo. Est-ce que tu penses que tu es tombé dessus sur le paradoxe de la forêt sombre? Pas du tout. Je vais donner ton avis dessus. Ça me dit rien du tout. Mais tu peux nous en dire plus si tu veux. C'est une sorte de réponse au paradoxe de Fermi qui fait qu'en fait, tu parlais, ça te fait un peu peur aussi, les rencontres avec l'imagination de vie extraterrestre et tout ça. Et en fait, la théorie de la forêt sombre, ça met en avant la potentialité que les autres formes de civilisation ont peur de nous. Et en fait, c'est une espèce de paranoïa cosmique où personne n'essaie de se contacter. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'anthropocentrisme là-dedans, tu vois, genre où on calque, voilà, on calque sur une civilisation potentielle extraterrestre, un comportement que nous on pourrait avoir, mais que eux n'auraient pas forcément. Et du coup, c'est intéressant. Je vais me renseigner. Merci pour le. Encore une question. Ah, j'hésite. Les deux ont déjà eu la parole. Allez, au fond. Non, toi. C'est pas du sérieux, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui m'étonne, c'est que la représentation physique des aliens est toujours gris, blanc, à poil et asexué. Il n'y a pas un blanc derrière ça, une espèce de bouteillage, une représentation physique des aliens. C'est une sorte de consensus en vrai. Mais il n'y a aucune œuvre avec des extraterrestres qui ont une bite. Pardon, j'essentialise ta question. C'est très mal poli, je suis désolé. Non, mais en vrai. Bon, peut-être dans certaines œuvres spécialisées. Je sais pas si tu veux nous en parler, Hugo. J'en sais rien, moi. La collection secrète de Mr. Fox, vous connaissez ou pas? Non, mais après, en vrai, pour ce qui est, par exemple, de la représentation du xénomorphe et tout dans Alien, avec toute l'imagerie de Giger et tout, en vrai, c'est discutable, quoi, parce que il y a tout un espèce d'imaginaire collectif sur le fait que c'est un peu phallique et tout. Oui, bon. Mais pour ce qui est des, comme tu dis, ce qu'on appelle les petits gris, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Franchement, leur origine, je saurais même pas dire. Je pense que c'est vraiment un truc général. C'est une image qui est tellement différente de nous que peut-être que ça s'est adopté. J'ai pas creusé la question pour le coup. Mais c'est vrai que du coup, évidemment, dans l'émission, il y a un panel très large de formes, que ce soit les Marvel, ou souvent les films, etc. C'est vrai que dans les documentaires produits sur le sujet, c'est très souvent la figure par défaut du blog, du public, etc., qui est la plus populaire et la plus représentée physiquement, en tout cas dans les médias. Et c'est vrai que du coup, ça intrigue un peu pour voir pourquoi il y a autant de différences. C'est vrai que. Ouais, pourquoi cette. À ton avis, pourquoi cette représentation Non, mais en vrai. Il me demande à moi. Non, mais c'est un échange. Oui, c'est vrai. Non, tout simplement, c'est une figure d'Épinal comme on a des figures d'Épinal pour d'autres choses. Peut-être que on pense petit gris quand on parle des extraterrestres, tout comme le reste du monde pense baguette, béret, camembert quand on parle de la France. Voilà, mais je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça, il y a que c'est rentré dans la culture. Ça correspond bien, du coup c'est pas sorti forcément, quoi. Une caricature, voilà, c'est ça, exactement. Alors je crois pas. Je répète parce que c'est intéressant. Est-ce que cette représentation existait avant Roswell? Je crois pas. De ce que j'ai pu voir, soit j'ai manqué vraiment des trucs, soit je pense pas, parce que dans la guerre des mondes,
Je sais même pas s'il y avait des représentations visuelles de la Guerre des Mondes à l'époque où c'est sorti. Parce que là, ce qu'on a vu, c'était des rééditions plus tard, etc. Donc je sais même pas. Mais par exemple, pour ce qui est du film de Méliès, c'est carrément... c'est des gens quoi, comme toi et moi, tu vois, qui... Chez les gars dans Princesse de Mars, pendant c'est des pilotes, il y a des extraterrestres qui ressemblent pas à des humains, sinon c'est des pilotes parce que c'était à l'époque. Mais forcément, c'était surtout, il y avait la sexualité et l'extraterrestre qui était présent. D'accord. Et pourtant, en fait, ça a légué au petit homme de mystère. Bah, mystère, ouais, j'avoue que je me suis pas trop penché sur la question parce que je suis tellement parti dans tous les sens que j'ai pas eu le temps, des fois, de vraiment creuser un seul truc en particulier. Je suis vraiment parti en... Mais c'est intéressant, pour le coup, cette question des petits gris. Qu'en penses-tu J'en pense rien, moi. T'en penses rien, J'en toi. pense rien. Tu penses pas des masses? Non, j'ai un cerveau vide. Ouais. Bon, ben oui, allez, une dernière question. Alors, si tu demandes un avis du coup sur les petits gris, oui. Je pense que le petit gris, en termes de forme, c'est quelque chose qui est à équidistance entre l'anthropomorphisme, c'est une forme très humanoïde, de jambes, de bras, une tête et une taille à peu près proportionnée à part la grosse tête, et un humain pas fini, dans le sens un bébé en fait. C'est une sorte de mélange entre ce qu'on imagine de plus humain et ce qu'on imagine de plus éloigné de l'homme tout en étant intelligent. Ouais, quelque chose d'assez neutre en fait finalement. C'est ça, mais on n'arrive pas à se sortir une certaine forme d'anthropomorphisme dans la représentation des extraterrestres. Ouais, c'est vrai, parce que souvent, quelque chose de neutre dans le sens où, par exemple, je prends les Asgard dans Stargate, ils sont asexués, quoi. Ils n'ont pas de genre, ils n'ont pas de... Du coup, c'est vraiment le truc complètement neutre, un peu par défaut, quoi. Du coup, c'est vrai que ouais, c'est pas, j'avais pas vu les choses comme ça. Non, mais vous m'apprenez des trucs. C'est cool. Ah non. Ouais. En 1901. Bon bah voilà, on a notre réponse. On a la réponse. Merci beaucoup. Les fact-checkers de la soirée YouTube de Mr. Exactement. Fox ont fait leur travail. Non, en vrai, on a un public très érudit à chaque fois. Ça me surprend bien et ça me réconforte dans le fait qu'on a un public de qualité ici. Vous pouvez vous applaudir. Ah ouais, franchement, applaudissez-vous. On s'en fout de moi, allez-y, là, applaudissez-vous là. Bon, merci beaucoup Gauthier en tout cas. Bah, de rien. Et puis tu reviens quand tu veux, toi aussi. Bah on verra si je sors un truc là dans les années à venir. Bah je te le souhaite. Parce que moi je suis pas très régulier. Mais c'est pas grave. Bon, merci beaucoup en tout cas. Allez, bisous, hein, bah de rien. Merci à vous. Merci à toi. On peut l'applaudir. Alors, comme c'est de coutume, on va faire un petit entracte, histoire de remplir les verres et vider les vessies. Je tiens à dire, avant que quiconque ne se lève, rassieds-toi. Voilà, merci. Je tiens à dire que à l'extérieur de l'aquarium, tout s'entend très bien et on a une voisine du dessus qui est casse-couille. Donc on vous demande, quand vous sortez, de sortir sans vos verres et de ne pas parler trop fort. Donc voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, on est un peu juste niveau timing. Donc quand je viendrai vous voir dehors en disant on rentre, il faudra rentrer et pas trop tarder. Voilà. Bon entracte et à tout de suite. Bien, nous allons passer Magnéto Serge au dernier invité de la soirée qui nous vient depuis Paris, que je suis très très heureux d'accueillir vraiment ce soir. Quand j'ai découvert son travail il n'y a pas si longtemps, alors que c'est quelqu'un qui est sur YouTube depuis un certain temps maintenant. Et c'est vrai que quand j'ai découvert son travail, en fait, je me suis dit, ok, il faut qu'il vienne aux soirées YouTube. Ce qu'il fait, ses créations, j'ai pas envie de parler de contenu, ses créations méritent de résonner sur un plus grand écran que ceux des téléphones. Ces vidéos, je suis désolé, je reviens toujours au téléphone. Encore une fois, il n'y a pas de phone shaming ici. Vous regardez les vidéos où vous voulez. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert en plus son travail avec cette vidéo. Donc je suis particulièrement content de vous faire découvrir son travail pour ceux qui le découvrent avec cette vidéo. Bref, je vais arrêter de traîner en longueur. Son format, son émission s'appelle Rétro Découverte. Je vous demande d'applaudir comme il se doit, Edward.
Bonsoir. Salut Ed. Merci beaucoup Hugo, c'était très 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 élogieux. J'ai peur que ceux qui ne me connaissent pas soient un peu déçus ensuite en découvrant la vérité. Écoute, on va voir. Edouard, est-ce que tu veux présenter rapidement ta chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui te découvrent ce soir? Mais avec grand plaisir. J'ai souvent tendance à dire que Rétro Découverte, ça ressemble énormément à ce que propose le Joueur du Grenier. Je pense que tout le monde connaît le Joueur du Grenier. Bon, on fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on parle de vieux jeux vidéo en intégrant de la fiction, on raconte des histoires autour de ces vieux jeux, mais le Joueur du Grenier, il le fait sous un côté très humoristique avec tout un tas de gags, etc. Nous, c'est plus sous l'aspect un peu de l'émotion et de la nostalgie. Voilà, c'est deux versants un petit peu différents et j'aime bien me comparer au Joueur du Grenier parce que la comparaison est flatteuse. Bah oui, mais t'as raison. Du coup, la vidéo qu'on projette ce soir, c'est une vidéo qui est sortie l'an dernier, qui est une vidéo assez particulière. Est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que tu veux présenter rapidement des éléments pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers de ta chaîne? Oui, déjà, on en a discuté longuement. On ne savait pas quelle vidéo diffuser ce soir. Et c'est toi qui m'as proposé, en fait, Wind Waker. J'hésitais entre Wind Waker et Riven, tout à fait. Et c'est un très très bon choix. Et tout simplement, c'est un épisode qui se situe dans un arc narratif un petit peu particulier dans l'émission. C'est les épisodes où on est un trio de personnages. C'est Roxane, Simon et moi, mon personnage qui est Edouard. Où on se retrouve en Normandie. C'est un petit peu notre... là, on partait en vacances enfant et où on jouait à la Nintendo 64 notamment. Et on décide dans cet épisode-là, qui est donc une suite. Il y a eu 2 épisodes qui suivaient cet arc narratif. Donc c'est le 3e. Et on décide de se retrouver. On est adulte. On ne s'est pas vu depuis plusieurs années, particulièrement avec Roxane qui habite Lyon. Une magnifique ville, et on décide de se retrouver en Normandie comme on le faisait enfant, mais sauf qu'on a changé, on a grandi, et puis voilà quoi. Eh bien écoutez, sans plus de cérémonie, je vous propose de découvrir tout ça. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon, écoute, merci beaucoup de nous avoir permis cette projection. J'avoue que moi j'ai toujours un peu les yeux humides à la fin de cet épisode. Je le trouve très réussi. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions peut-être dans le public? Oui. Bonjour. Bonjour. Coucou. Oui, en fait, moi, ce qui me frappe dans cet épisode et globalement dans ton travail, c'est un côté très cinématographique dans la mise en scène et surtout la fameuse scène, en fait où tout le monde débarque de la voiture jusqu'à l'intérieur de la maison, qui est découpée en 3. En fait, je voulais savoir à quel moment de l'écriture elle est arrivée cette scène-là, parce qu'elle est vraiment pivot dans la manière de raconter cet épisode-là. C'est une très bonne question. Je ne pourrais pas te dire le moment exact, mais je me souviens d'avoir eu un déclic. Déjà, je commence juste par dire que je ne sais pas si ça te le fait à toi, Hugo, pareil pour Bolchegeek, où quand vous regardez vos anciennes vidéos, c'est difficile, je trouve. Moi, j'ai du mal à regarder mes anciennes vidéos. Je les regarde jamais habituellement. Ça va pas être un moment de plaisir personnel parce que je vois tous les défauts, mais j'essaie de me... Oui, excuse-moi, pour répondre à ta question, je me souviens que ça a été un déclic, effectivement. À un moment, je me suis dit, tiens, mais ça pourrait être une bonne idée qu'il y ait un plan qui revienne et qui soit un peu segmenté avec les 3 chapitres de la vidéo. Et j'avais trouvé l'idée cool et je l'ai intégré. Je pourrais plus te dire à quel moment exact. Je m'en souviens plus. Mais je trouvais que ça donnait un petit côté, en fait, ça permettait d'avoir une scène qui liait les 3 chapitres, tout en sans qu'elle soit trop répétitive. Si c'était exactement la même scène, ça aurait été un peu relou. Le fait qu'on en découvre à chaque fois un peu plus de cette scène, qu'on la cut un petit peu plus tôt, je trouvais que c'était une façon sympa de lier un peu ces 3 chapitres. Mais donc, en fait, tu avais eu l'idée des 3 chapitres avant d'écrire cette scène-là, en fait, déjà. Alors, je ne sais plus du tout. Ça remonte à trop loin, je ne sais plus du tout, mais peut-être, très certainement, ouais. Il y a de fortes chances, en effet. Moi, j'ai envie de poser une question qu'on t'a sûrement posée 1 milliard de fois, qui est la question qu'on se pose quand on regarde Rétro Découverte, c'est quel est le pourcentage de vrai dans les histoires que tu racontes
Ça dépend toujours des. C'est vrai qu'on me la pose constamment cette question. Ça dépend toujours des vidéos. Il y en a où effectivement c'est beaucoup de choses personnelles que je mets dans les vidéos. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours ma réponse. C'est que c'est énormément romancé. Moi, ce que j'ai envie, c'est de raconter une belle histoire, de vous emmener quelque part. Et pour ça, si je racontais exactement comme ça s'est passé, comme la réalité, ce serait pas très passionnant. Ce serait encore plus ennuyant que ça l'était là déjà. Donc j'essaie de romancer et de. Non, je plaisante avec moi-même. J'essaie de me. Mais non, c'est romancé quoi qu'il en soit. Là, quelle est la part de vérité? Je n'ai pas passé mes vacances en Normandie. Moi, je passais mes vacances à l'île d'Oléron, pour ceux qui connaissent. Mais il s'avère qu'on avait une maison pour tourner en Normandie. Donc tu déplaces un peu les choses. Tu agences un petit peu et tu essayes de raconter une belle histoire. Mais il y a toujours une part de vécu et une part de romance. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oh, il y en a plein. Au fond, tiens. Bonjour, merci pour tes vidéos. J'ai une question. Beaucoup de tes vidéos sont une relation entre ta vue d'adulte et la vie d'adulte et la vision un peu fantasmée de l'enfance. Est-ce qu'il y a des sujets, parce qu'actuellement tu es en train d'attaquer le sujet amitié, couple, un peu la relation entre les deux, est-ce qu'il y a des sujets que tu n'oses pas attaquer? Que tu t'es dit, celui-là je vais touchy ou celui-là je veux pas y aller? Je crois pas. Après, celui-là, c'était un sujet qui me faisait vraiment peur parce que quand j'ai écrit cette scène, j'explique souvent c'est vraiment la première image. C'est comme ça qu'a démarré cette vidéo. J'ai cette image de, je sais pas pourquoi, de Roxane qui est face à la plage et qui crie ses problèmes. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un peu, on va être très très ridicule, quoi. Surtout sur YouTube. T'as les moyens du cinéma, etc. Tu peux tenter quelque chose, mais nous, avec les petits moyens qu'on a, à vouloir faire quelque chose d'un peu comme ça, un peu touchant, on n'est pas dans la comédie, parce que la comédie, ça te permet de mettre un peu de distance et de pas trop te prendre au sérieux. Là, on se prend vraiment au sérieux. Et j'avais vraiment peur, et j'en ai beaucoup discuté avec Elisa et Davy, qui jouent Roxane et Simon, en leur disant, ça va être compliqué de pas être ridicule. On va essayer, on a travaillé les dialogues, j'ai essayé de découper au maximum au niveau de la mise en scène. Moi, je trouve encore, là, en revoyant la vidéo, que bon, ça marche à moitié. Mais voilà, c'est pour te dire que effectivement, là, y a rien que je m'interdis. J'y vais et j'ai pas peur de me planter. Si je me plante, c'est pas grave. J'apprends et puis je ferai mieux ensuite. Mais non, il n'y a pas de sujet que je me suis interdit. Moi, je trouve qu'il faut que tu te calmes avec l'autodépréciation. Non, je suis désolé, je vais parler un petit peu en mon nom. Mais moi, c'est justement ce qui me plaît beaucoup dans tes vidéos, c'est qu'il y a une forme de sincérité que je ne retrouve plus aussi facilement sur YouTube. C'est-à-dire que tu parles de l'humour. En fait, l'humour sert toujours à désamorcer des scènes d'émotion. Il y a toujours ce moment, ça se voit beaucoup au cinéma, mais ça se voit partout, ce côté où, en fait, on a tellement peur de prendre l'émotion au sérieux que va y avoir un personnage derrière qui va faire une blague, va y avoir un petit sidekick. Je dis toujours, je cherche toujours un peu cette phrase, un personnage qui dirait « si j'étais dans un film, j'y croirais pas ». C'est cette espèce de méta-humour, de postmodernisme, pour reprendre des mots d'une vidéo de Bolchegeek. C'est justement, moi, c'est quelque chose que je trouve très très plaisant dans ces vidéos, dans tes vidéos, et particulièrement dans celle-ci. C'est qu'effectivement, tu crois en l'histoire que tu racontes, tes personnages et tes acteurs font croire en l'histoire qui est racontée. Et moi, je la trouve hyper touchante, cette histoire. Et à aucun moment, je me pose la question de est-ce que c'est ridicule, est-ce que c'est pas ridicule? Bien sûr, c'est pas toi et tes collègues, vous n'êtes pas des acteurs primés, mais il y a une sincérité dans le jeu, dans ce qui est raconté, etc. Moi, à aucun moment, je me pose la question de si c'est ridicule. Et j'adore cette vidéo et je suis vraiment très très content qu'on ait pu la projeter parce qu'à chaque fois, moi, elle me... Merci beaucoup. Merci énormément. Mais moi, on a tout gagné. Si on arrive effectivement à ce que vous... C'est ça, hein, quand on fait de la fiction, le but, c'est de réussir à vous faire entrer dans un univers, dans une histoire. Si vous y croyez, si vous ne voyez pas les barrières, moi, peut-être que j'arrive pas à être objectif parce que moi, je les connais, les barrières, vu que j'ai participé à l'élaboration de cette vidéo, mais si vous ne les voyez pas et que vous êtes rentré dedans et que tu me dis que toi tu y as cru à ces personnages, que quand, je sais pas, Simon dit qu'il se sent pas bien et que voilà, avec son boulot, etc., si tu arrives à y croire et qu'il te prend, bah là, moi, pour moi, on a tout gagné, c'est réussi. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Après, le public n'est pas forcément peut-être aussi à fond dedans que moi, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Au fond, ici, oui.
Si on peut faire circuler le micro. Bonsoir. Avant tout, merci, parce que c'est un plaisir de pouvoir remater Wind Waker en projeté. Vraiment, déjà de base, il y a un an, j'ai adoré cette vidéo et encore aujourd'hui, je l'adore. Merci. Merci à Hugo. Merci Hugo. Et à du coup, je voulais l'aquarium. rebondir sur ce qu'a dit Hugo par rapport au fait que ce que tu mets dans tes vidéos, si c'est une part de réel ou pas. Du coup, le Magikarp, c'est réel ou pas? Parce que j'ai vu la vidéo du coup du Magikarp, le pourquoi du comment, donc quand on le revoit, donc ça a retilté, et du coup, est-ce que c'est réel, ça a vraiment existé? Je précise pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, il y a juste quelques épisodes avant où on a un clash avec des très bons amis qui sont des personnages vraiment récurrents de l'émission, où on se dispute très fortement parce que dans l'enfance, on avait un Magikarp qu'on avait entraîné très longtemps, et c'est dur les Magikarp, pour ceux qui ont joué à Pokémon, de les faire évoluer parce qu'ils ont que l'attaque trempette et tu vas pas très loin avec ça. Et j'avais échangé ce Pokémon contre une carte Pokémon et ils m'en ont voulu, il y a eu un clash là-dessus. Est-ce que c'est une histoire vraie? Pas du tout. Je suis désolé si je sais que les gens aimeraient vraiment y croire. Je me désabonne tout de suite. Mais je suis désolé, c'est totalement fictif. Est-ce que justement, c'est pas la preuve qu'on croit à tes histoires, contrairement à ce que tu estimes tout le monde est prêt à croire à cette histoire de Magikarp. Avec les comédiens, on en rit énormément parce que, par exemple, il y en a plein qui pensent que Monsieur Pichon est vraiment le gardien de notre résidence et que vraiment, tous les jours, on l'embête à lui demander de venir tourner avec nous. Et quand il nous voit en convention et qu'ils comprennent pas que c'est un comédien, tout ça, donc nous, on en rit beaucoup entre nous en se disant, mais puis j'ai une vie de dingue. Il m'arrive 1000 aventures avec les jeux vidéo depuis que je suis gamin, si tout est vrai. C'est ouf. T'as eu toutes les consoles, t'as fait clair. toutes les. Alors justement, c'est une question que je voudrais poser par rapport à des épisodes qui ont suivi celui-là. Je suis désolé du coup. Pour ceux qui connaissent pas cet univers, mais en fait, dans des épisodes plus récents, ton personnage, donc le personnage d'Edward, tu lui as donné plusieurs fois le mauvais rôle. C'est-à-dire, tu as fait de Edward un personnage avec des préjugés misogynes, qui est un peu, qui a un certain ego, qui est pas toujours à l'écoute de ses amis, etc. La preuve un petit peu dans cette vidéo, Oui, avec son complètement, cousin qui dévalorise un petit peu. Ouais. Est-ce que pourquoi cette volonté? Est-ce que le fait que justement les gens croient parfois que c'est réel ce qui t'arrive, dans quelle mesure ça peut impacter la réception des vidéos? Est-ce que les gens pensent que tu es vraiment le personnage des vidéos? Quelle part ça joue? Non, j'ai l'impression que les gens font totalement la différence vu que je suis à l'écriture des vidéos, ils comprennent bien. Puis que je suis un petit peu, je me mets volontairement quand je jouais à un moment donné effectivement un personnage un peu misogyne qui avait des soucis avec à ce que les filles soient plus fortes que lui. Volontairement, je mets le personnage, tout le monde voit bien que c'est ridicule et du coup tout le monde comprend que la portée de ce que je souhaite dire. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rebondir sur ce que tu m'avais dit. Pourquoi se donner le mauvais rôle? Non, excuse-moi, exactement, ouais. C'est vraiment pas une volonté. Je cherche pas à me donner le mauvais rôle. Je cherche pas à me donner le bon rôle. J'en ai un petit peu rien à faire. Moi, j'ai une histoire à raconter. Et pour moi, les personnages, c'est des outils. Edouard, c'est un outil parmi les autres. Si j'ai besoin qu'à un moment donné, il soit un peu méchant pour raconter quelque chose qui nous amène quelque part, je le fais. Je me pose pas la question. Ah, peut-être que les gens vont plus aimer Edouard. J'en ai vraiment. C'est le dernier de mes soucis. Ce que je veux, c'est juste raconter mon histoire et aller à mon objectif, quoi. Et parfois, c'est nécessaire qu'Edouard soit un peu con pour juste le faire évoluer. Est-ce qu'il y a des questions dans le public de gens qui n'ont pas encore posé de questions? Oui, ici? Non. Oui, oui, allez. Il n'y a que des gens qui ont déjà posé des questions, donc on va quand même passer par là. Ah, ici. Non, ici. Quelqu'un n'a pas posé de questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ta vidéo. Vraiment, The Wind Waker, ça m'avait bouleversé. Le mot est peu. Et justement, est-ce que cette intrigue justement que tu as lancée sur ces vidéos-là, est-ce qu'elle va se poursuivre? Je te demande pas quand, comment, pourquoi, mais est-ce que tu as justement l'idée de poursuivre cette trame-là avec ces personnages-là Oui. sur des jeux Zelda? Ouais, carrément. C'est une question qu'on me pose très souvent et je sais plus avec qui j'en riais. Juste avant de commencer, on me dit on va forcément te poser cette question à un moment donné. C'est tout à fait logique. Et oui, non, j'ai très envie de continuer. Surtout que quand Roxane crie face à la mer, que ses parents l'ont jamais soutenu, c'est que j'ai une idée derrière. Je sais pourquoi, je le savais depuis longtemps. Ça, j'aimerais le développer ensuite. J'ai juste un tout petit souci, c'est que le comédien qui joue Simon, qui est super, qui est génial, a totalement changé de voix. Il est plus du tout comédien, il est gendarme. Il s'est engagé dans la gendarmerie. Du coup, il a beaucoup moins de temps pour lui.
Et c'est compliqué de caler des tournages où on est sur 3 journées de tournage. Donc voilà, il a peu de vacances maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc il m'a dit, on en a discuté, il est prêt à faire une dernière vidéo pour au moins conclure cette histoire. Mais voilà, faut caler tout ça, ça demande un petit peu d'organisation, mais c'est le truc qui freine un petit peu. C'est la seule fois que ça m'arrive. D'habitude, tous les comédiens qui ont joué dans Rétro Découverte sont toujours comédiens. Donc si jamais j'ai besoin d'eux, ça se passe sans souci. Mais là, c'est la première fois que quelqu'un a changé de voix, donc ça complique un peu les choses. Est-ce que d'autres gens... allez, allons-y. Ah non, et au fond, allez. Faut que je fasse gaffe. Merci encore pour votre vidéo. Merci. Une question, c'est juste quand vous écrivez une saison, est-ce que vous savez quel jeu vous allez chroniquer ou pas à l'avance, ou vous avez directement un schéma narratif total de la saison? Non, je fais au fur et à mesure. En général, je fais on va dire à peu près en moyenne 5 épisodes par arc narratif, quoi. Et ensuite, ce serait trop de travail de tout écrire une saison entière avant de se lancer. Ce serait pas gérable. Donc non, je fais au fur et à mesure. Très bien, je vous remercie. Merci. Est-ce que le choix des jeux est indépendant de l'histoire qu'on souhaite raconter, ou est-ce que tu penses à l'histoire et tu te dis quel jeu se prêterait à l'histoire que je veux raconter, ou au contraire tu choisis le jeu et tu te dis quelle histoire je veux raconter autour de ce jeu? Très bonne question. Les deux cas de figure se présentent. Par moment, j'ai une histoire et j'ai envie de raconter quelque chose. Et même parfois, ça m'handicape parce que j'ai envie de raconter quelque chose. Je me dis, ah mais oui, mais attends, le thème, c'est rétro-découverte. Il faut que je parle d'un jeu quand même. Je vais pas faire que de la fiction. Donc j'ai dit, bon, il faut que je trouve un jeu. Et quel jeu s'intégrera bien à ce que j'ai envie de raconter? Donc par moment, c'est trouver le bon jeu sur la bonne histoire. Et par moment, je joue à un jeu parce que pour le boulot et parce que j'aime bien ça, le rétro gaming. Et je joue un jeu et Riven, on en parlait tout à l'heure. Et je me dis, ah ouais, ça m'inspire une histoire et je raconte quelque chose autour du jeu. Donc les deux cas de figure peuvent se présenter en fonction des besoins. Okay. D'autres questions en haut, non? Ah, plus personne n'ose? Si, au fond, allez. Le monsieur avec la barbe, là. Je croyais qu'il y avait d'autres gens avant moi. C'est plus une question sur justement l'écosystème en fait YouTube. Parce que tu es un peu un vétéran, si tu me passes l'expression quand même. Mais en fait, sur YouTube, ça s'est un peu perdu. Justement, ce truc de... En fait, les gens se sont mis à un moment donné à mettre un peu de fiction, un peu de court-métrage et tout. Et en fait, ça s'est pas mal perdu. Et j'ai l'impression que vous êtes plus beaucoup à avoir tenu ce truc-là, et surtout que ça marche. Enfin, genre que ça... Et du coup, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, sur ce changement un peu de méta, en fait, du truc de intégrer de la fiction dans la chronique et tout, et d'autant de le pousser un petit peu plus loin, tu vois, parce que... D'ailleurs, je sais pas qui c'est qui a fait le travail de caméra... mais Olivier Tresson, notre chef opérateur, qui est très franchement, là, les mouvements de caméra, là, ça fait plaisir. Vraiment, c'est très beau. Mais voilà, enfin, ça se fait plus trop. Et les gens qui le faisaient, soit ont arrêté YouTube, soit l'intégraient moins. Même je me rappelle à l'époque de JVC où ça commençait à se faire un petit peu. Ça a été un petit peu brimé et tout, si je dis pas de bêtises, de arrêter de faire vos courts-métrages, là, faites des chroniques. Et ça a donné les trucs à la JVC, mais aussi à Allociné, etc. et tout, où tu fais juste une chronique qui tabasse. Et en fait, le YouTube de maintenant ressemble beaucoup à ça. Il n'y a plus trop de fiction dans la chronique. Enfin voilà, il n'y a plus trop ce truc-là. Et je voulais savoir ton avis là-dessus, qui a fait la continuité un peu de ça, quoi. Ouais, mon avis, je vais te donner les tout simples. C'est que c'est tellement de contraintes. C'est-à-dire en termes de thunes, il faut vraiment du budget pour pouvoir faire des choses comme ça. Surtout quand moi je rémunère tout le monde est rémunéré sur les tournages. Donc à partir du moment où tu as des cachets à verser, vraiment ça augmente très très vite. C'est pas très rentable, c'est pas ce que les gens viennent chercher sur YouTube, en tout cas plus aujourd'hui, parce que YouTube, c'est le côté, voilà, j'ai envie que quelqu'un s'adresse à moi. Si je veux de la fiction, je vais sur Netflix, j'ai des choses quand même bien plus qualitatives. Donc c'est pas très rentable. Et la troisième raison, c'est que ça prend aussi beaucoup de temps à tourner. Il faut planifier les tournages. Des fois, on va avec le chef opérateur sur les lieux pour faire les repérages, pour voir un peu ce qu'on va filmer. Il faut organiser ce tournage, c'est du stress et pas mal de contraintes. Donc voilà, en fait, c'est trop de contraintes et je pense qu'il y en a qui aiment, qui se lancent et puis au final, ça marche pas, ça coûte trop cher, c'est trop fatigant. Bon, je me mets devant ma caméra, je parle. C'est plus facile, et c'est pas que je dénigre absolument pas ça, mais c'est moins de contraintes, quoi, et je comprends complètement. Mais ton public te suit, pardon, je précise le truc. Le public te dit quoi là-dessus? Ah moi, le public est content parce que on fait partie des rares qui tenons sur ce créneau-là. Donc, je pense que le public est ravi qu'on propose de la fiction. Et nous, ça fait notre identité. Moi, ça me plaît trop pour arrêter. Si j'arrêtais, je pense que j'arrêterais complètement. Donc voilà, le public est content, mais il faut vraiment avoir la motivation, vraiment aimer ça, parce que les contraintes sont trop fortes.
Ça m'inspire une question, ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, toi, tu as commencé, si je ne m'abuse, sur jeuxvideo.com. Tu as fait des petites chroniques. Je crois que Rétro Découverte a commencé justement sur jeuxvideo.com. Et j'ai souvenir d'une, je ne sais plus si c'était une interview, une FAQ, bref, où tu parlais un petit peu de ça. Mais comme l'a dit le monsieur barbu du fond, JVC t'a un peu demandé de faire évoluer la formule, peut-être qu'il faudrait sortir un peu de ça, etc. Et toi, à ce moment-là, tu as fait front et tu t'es dit, ben non, en fait, je pense pas avoir fait le tour du sujet, je tiens à mon format, et tu as préféré arrêter l'aventure JVC pour continuer Rétro Découverte telle que tu l'imaginais, plutôt que de continuer dans le confort d'une plateforme qui encadre ce genre de vidéos. Comment dire ? Est-ce que c'est un choix c'est bateau comme question, mais est-ce que c'est un choix difficile ? Comment ça se répercute ? Quels enjeux il y a à faire ce choix, entre guillemets ? Comme tu dis, effectivement, pour moi, ça a été... en fait, quand jeuxvideo.com, je me souviens du rédac-chef Rivaol de jeuxvideo.com qui vient de dire « Allez, faut arrêter là, les parties fiction et on fait une chronique simple où tu parles dans la caméra, tu présentes le jeu rétro ». Je me souviens que j'étais à une pleine période où on commençait, la fiction prenait vraiment une grosse place dans Rétro Découverte, on commençait à faire de la mise en scène un peu plus poussée, et je me souviens que ça m'a énormément vexé, parce que je me suis dit, mais il ne comprend pas ce que j'aime, il ne comprend pas ce que j'ai envie de faire, il ne comprend pas l'essence de nos vidéos, quoi. Et ça m'a vraiment vexé, et je me suis dit, moi je lui ai dit clairement, non, soit je continue comme ce que j'aime faire, soit on arrête. Il m'a dit, on arrête. Bon, c'est parti. Et effectivement, il a fallu que je migre sur YouTube. Et la contrainte, c'était que j'avais un salaire fixe sur jeuxvideo.com. Il n'y avait pas d'inquiétude du lendemain. Je me souviens que ma chérie s'est beaucoup inquiétée. Elle m'a dit, mais comment on va faire pour payer le loyer maintenant ? Et puis, il s'avère que j'ai lancé un crowdfunding qui a pris. Et on a pu en fait relancer une nouvelle saison. Et finalement, maintenant, a posteriori, je me dis que c'était une connerie de rester aussi longtemps sur jeuxvideo.com parce que le domaine de la vidéo se passe sur YouTube. Il se passait pas sur jeuxvideo.com, c'était déjà mort depuis plusieurs années. J'ai mis trop de temps à migrer, mais c'était quelque chose qu'il fallait faire depuis bien longtemps. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public ? Il ne faut pas hésiter. Allez, là-bas. Et puis après, toi. Moi, c'est une question sur le choix de Zelda comme format long. Parce que tu as plein de vidéos qui sont un peu longues par rapport à des vidéos qui sont peut-être un peu plus courtes. Et tu as plein de séries qui sont vraiment les Zelda, les Riven, les Myst et compagnie. Voilà. Comment tu choisis justement ces jeux phares sur lesquels tu fais des vidéos un peu plus longues ? Est-ce que c'est une question d'inspiration ? Est-ce que c'est une question aussi peut-être de jeux vidéo qui ont plus marqué des générations ? Voilà. Ouais, il y a un petit peu de tout ça. Effectivement, sur un jeu comme un Zelda, tu sais que tu as beaucoup plus de choses à dire que si tu prends un jeu d'infogramme sur Super Nintendo, où voilà, tu vas t'en moquer, ça va aller vite. Là, il y a vraiment un peu plus de choses à raconter. Pourquoi les Zelda ? C'est parce qu'en fait, j'avais commencé sur Ocarina of Time, c'était ma première vidéo. C'était pas censé être le personnage de Roxane n'était pas censé devenir un personnage récurrent. Et ça avait beaucoup plu, la vidéo avait beaucoup marché. Puis on avait continué sur Majora's Mask, et puis voilà, Wind Waker. Et c'est devenu un peu l'habitude, Zelda. Et puis effectivement, quand des fois, il y a des vidéos qui m'inspirent une histoire ou quelque chose, je me mets pas de barrière, et si j'ai beaucoup de choses à raconter, j'y vais. Mais tu vois, là, en revoyant la vidéo, vraiment, je sais, il faut que j'arrête de dénigrer. Promis, c'est la dernière fois que je le fais, mais je la trouve trop longue. Et je trouve les passages, je me dis, mais là, pourquoi je parle de ça ? On s'en fiche. Je la trouve inutilement trop longue. Je pense qu'elle pourrait être je pourrais être un peu plus succinct sur les passages où on parle de Zelda notamment. Mais voilà. Mais je ne me pose pas la question, et je fais en fonction de ce que j'ai besoin de raconter. Du coup, oui. Qu'avec la multiplication de personnages récurrents, ça devenait dur en fait de réunir tout le monde dans les mêmes vidéos. Et moi, je me demandais justement, à ce niveau-là, tu parlais de budget tout à l'heure, comme quoi c'était serré, si tu t'interdisais maintenant la création parfois de personnages, justement pour pouvoir faire vivre tes acteurs que tu as déjà. Et que du coup, si ça te bloquait parfois d'un point de vue narratif, parce que tu aurais eu besoin d'un personnage, mais d'un nouveau personnage à faire vivre. Non, pas du tout. Je me pose pas ces questions-là. Non, les questions que je me pose réellement, non, si j'ai besoin d'un nouveau personnage, je prends un nouveau personnage, et ça change rien en fait. Tu sais, quand tu verses un cachet à un comédien, peu importe que ce soit un comédien X, Y, le montant du cachet c'est le même. Donc il n'y a pas de souci économique là-dessus. Par contre, la question que je me pose, c'est effectivement, parfois j'ai besoin d'un comédien de journée,
ou 3 journées, parce qu'on a 3 journées de tournage, et je me dis, je sais que 3 journées de tournage, c'est 3 cachets à verser. Donc déjà, boum, sur ton budget, ça augmente. Tu dis, je vais essayer de faire en sorte de caler toutes ces scènes sur 2 journées au lieu de 3. Et la 3e, on fera les scènes de... Voilà, t'essayes toujours, mais ça, c'est sur même les tournages, les plus gros films, au plus gros budget, tu cherches de moyens de faire des économies toujours. Non. Les personnages, est-ce que j'allais les faire durer? Non, à chaque fois, c'est une alchimie. Arnaud, Monsieur Pichon, Sylvain, Roxane, c'est tous. Il s'est passé... on s'est éclaté sur le tournage, ils sont adorables, il y a une bonne ambiance. Puis tu as envie de rebosser avec eux parce que voilà, c'était chouette. Et ça devient des personnages récurrents sans que c'était du tout, absolument pas volontaire au départ. À chaque fois, c'est le même schéma pour ça. Voilà. Écoute, merci beaucoup Edouard, encore une fois d'avoir fait le déplacement pour cette soirée. Merci pour l'invitation, c'était très 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 chouette de pouvoir échanger avec vous. Ravi que l'expérience t'ait plu, tu reviens toi aussi quand tu veux, ouais, avec tu grand seras plaisir. le bienvenu quoi qu'il arrive. Carrément. Merci beaucoup à toi, vous pouvez l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer cette soirée. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Merci beaucoup d'avoir bravé la chaleur pour nous. Merci d'avoir loupé le premier soir du The Event pour nous. Je vous donne rendez-vous. Alors, pour ceux qui découvrent les soirées YouTube, c'est tous les premiers vendredis du mois. Donc, si jamais le concept vous a plu, sachez que c'est tous les premiers vendredis du mois. Donc la prochaine, c'est le 4 octobre. Les invités changent à chaque fois. Donc à chaque fois, vous serez surpris. On n'en fait juste pas en décembre parce que c'est la fête des Lumières et que ni le public ni les invités ne veulent venir pendant la fête des Lumières parce que c'est un calvaire de se déplacer. Mais voilà, n'hésitez pas à noter, marquer le rendez-vous sur votre agenda. Du coup, la prochaine, c'est le 4 octobre. Et puis, j'espère vous retrouver autant que possible le mois prochain. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et ça, c'est ma petite touche perso, vous en faites ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à aller dans la rue demain, parce qu'il va falloir gueuler pour faire entendre qu'on n'est pas content. Bonne soirée à tous.